documentaire Train Trans de la télévision suédoise publique, vous trouverez le lien sous cette vidéo pour le visionner, alerte sur un phénomène inquiétant, une augmentation du nombre d'adolescentes souffrant de dysphorie de genre qui demandent une transition. Son intérêt est qu'il se penche sur les politiques sanitaires liées à la transidentité, mais il donne aussi la parole à des personnes souhaitant, quelques années plus tard, détransitionner, comme on dit. L'une d'elles résume bien l'enjeu au moment où se multiplient notamment en France des centres dédiés à la dysphorie de genre. Il aurait fallu moins se précipiter pour nous aider, dit-elle. Le documentaire soulève une question importante. Comment des maîtres mots comme genre ou transidentité conduisent une partie de la jeunesse à prendre ce train trans, lancé à grande vitesse et que rien ne semble freiner. Lacan a pu s'interroger sur le fait que ce qu'enseignent les professeurs, pour être parfois faux, a pourtant des effets dans le réel. Ce documentaire en témoigne. Il dit d'abord quelque chose de la bureaucratie sanitaire de nos pays, en prise directe sur des discours du moment et sur leurs militants. Les principes médicaux de base, comme celui du bénéfice-risque, la clinique du temps pour comprendre, les principes scientifiques sont effacés au profit d'une offre médicamenteuse et chirurgicale quasi immédiate. Les principes démocratiques, le débat public, qui sont censés laisser le libre choix dans un parcours thérapeutique, sont court-circuités. Cette alerte lancée en Suède porte sur l'augmentation de 60% de jeunes filles demandant une transition et le constat de maladies associées complexes de type autisme, traumatisme, dépression, voire psychose. La journaliste est ainsi amenée à interroger médecins et administratifs qui peinent à prendre du recul sur pourtant plusieurs années de pratique. Pour eux, il ne s'agit pas d'établir un diagnostic, mais de répondre à un problème d'identité. Face à l'augmentation des demandes, ils ont toujours plus standardisé les protocoles de transition pour aller plus vite, dit un des responsables, qui précise au passage qu'il n'a refusé aucune demande depuis plusieurs années. Une praticienne avoue à demi-mot « On ne peut que prier et espérer que cela convienne aux demandeurs ». Absence de doute côté praticien, doute qui pourrait être propice à une exploration clinique du problème d'identité rencontré. Alors du coup, ce doute n'est logiquement pas présent, il est comme interdit du côté de la jeune fille comme des parents. Il s'agit d'obtenir un rapide consensus. Si tout le monde est d'accord, alors, et surtout que la jeune fille soit heureuse. Le protocole commande, en quelque sorte, et chacun perd sa place d'autre du dire et du désir. Pourtant, cette fonction de l'autre, par son dire, par son désir, aurait été propice à une rencontre, une interlocution, la réalisation d'une division subjective salvatrice, d'apercevoir un écart entre ce qu'on demande et ce qu'on désire, une parole à interpréter, un doute qui vaut éclaircissement, voire renoncement, une rencontre qui fait soulagement, soulagement d'être entendu tout simplement, de prendre une respiration. Non, l'inconscient est ici forclos et la jeune fille est laissée seule, à tel point que l'on entend dans les propos de l'une d'elles, quelques années après, que la seule question qui lui a été posée a été « Êtes-vous sûr ?» Les parents de tel autre soulignent combien leurs enfants n'ont pas vraiment rencontré d'adultes dignes de ce nom. Il fut un temps où Jacques-Alain Miller indiquait que c'est le jeune qui est supposé savoir et que c'est plutôt à l'autre qu'il convient parfois d'apprendre à se tenir, montrant la nécessité d'une éthique du côté du praticien. Sur cette question, d'ailleurs, le document est édifiant. La responsabilité ne semble avoir aucune place. On a œuvré pour le bien du jeune, pour effacer sa souffrance.
On a pensé qu'il était préférable de ne refuser personne. Les protagonistes restent aveugles au ressort véritable qui anime ce marché des identités de genre, celui de l'offre qui crée la demande. D'ailleurs, Éric Marty, dans son livre récent « Le sexe des modernes », montre que la théorie du genre s'enracine dans une épistémologie comportementaliste et dans une culture entrepreneuriale. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les cas de demande de détransition qu'on tente de faire taire se font pourtant entendre. Des jeunes femmes reviennent au centre qui a traité leur transition et c'est l'occasion pour un des responsables de dire que cela crée tout de même un stress éthique pour l'équipe. Ce documentaire éclaire aussi la conception que l'on a du corps en matière de transidentité. Une des patientes s'interroge dans l'après-coup. Mais qu'est-ce qui m'a fait me trouver moche ? Ou encore, malgré les hormones et les opérations, mon corps ne reflète pas ce que je suis. Ces propos ont le mérite de réintroduire la question de l'image, mais aussi de l'être. Le corps n'est pas en effet une donnée immédiate relevant du seul monde physique. Les interrogations de cette patiente sont en décalage avec ce que le système de santé, à propos de la dysphorie de genre, traduit sous la forme d'un quasi-slogan. Une personne emprisonnée dans un corps incompatible avec son identité de genre. Mais le corps reflète-t-il jamais ce que l'on est ? N'est-il question que d'un corps biologique ? Et ce corps doit-il être réduit à son sexe ? Pour certains praticiens de ces centres, il existe comme un rapport immédiat et harmonique au corps, alors que ce rapport passe par des médias très complexes, une image, une idée de soi comme corps qui se construit, les façons dont ce corps jouit. Lacan disait quelque part que le corps ne fait apparition dans le réel que comme malentendu, ce qui explique qu'on n'est jamais bien dans sa peau. Quelque chose m'a frappé aussi. Que ce soit dans le documentaire Petite fille ou dans celui-ci, il n'est jamais question de la vie amoureuse, du contexte relationnel des sujets qui demandent une transition. Quelle vie amoureuse pour celles qui furent transitionneuses et qui aujourd'hui prennent le chemin inverse ? C'est comme si on réduisait toujours plus, jusqu'à la niaiserie, selon le mot de Lacan, l'affaire sexuelle à une donnée biologique et solipsiste, affaire sexuelle qui se joue pourtant pour chacun entre drame et comédie et toujours par le truchement de semblants très élaborés. Il est paradoxal qu'une fluidité de genre revendiquée aboutisse à une telle assignation à son propre corps. La médecine semble se faire ici l'instrument d'un discours, nouvel avatar finalement du moi moderne. Rien ne manque dans ce train qui en véhicule les a priori psychologiques de toujours. Promesse d'accord entre soi et son corps. Parole réduite à la communication d'un message, et donc rejet de l'inconscient. Mais aussi promesse de bonheur. Et enfin, conception d'un individu réduit à ses comportements, semblant ne se mouvoir que comme une image parmi d'autres images.